Bonjour à tous, ici la chaîne Crasmoto. Honda. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez cette marque? Honda est réputé pour sa fiabilité et détient le record de victoires et de titres en compétition moto. Vous avez entendu dire que c'est le plus grand fabricant mondial de motos et de moteurs à combustion interne. Et vous avez probablement aussi entendu plusieurs histoires et faits sur le fondateur de cette entreprise, Soichiro Honda. Et il n'est pas exclu que toi-même, cher spectateur, tu aies une moto de cette marque dans ton garage. Ainsi, dans ce reportage, je compte vous faire découvrir l'histoire des motos Honda, ainsi que la personnalité du fondateur de cette entreprise. Installez-vous confortablement et bon visionnage. L'histoire de la marque est indissociable de son créateur, de la personnalité de Soichiro Honda, et cette personnalité est extrêmement intéressante. Pour résumer en quelques mots qui était Soichiro, un rêveur, un ingénieur, un amateur de risques, et... un fou complètement déjanté. Cependant, allons un peu plus loin. Soichiro est né le 17 novembre 1906 dans le village japonais de Komiyo, non loin de Hamamatsu, dans une famille de forgerons et de tisserandes. Et la première réussite de Soichiro fut de survivre. 5 de ses frères et sœurs aînés sont morts peu après leur naissance. Ses parents essayaient d'entourer Soichiro de la plus grande attention possible, mais le travail difficile ne leur permettait pas de consacrer à l'éducation de leur fils tout le temps et l'énergie nécessaires. Honda était un élève moyen. Il trouvait les matières scolaires ennuyeuses et s'est rapidement forgé une réputation de garçon qui sèche les cours. Et pour cacher ses mauvaises notes et ses absences fréquentes à l'école, Soichiro a appris à falsifier le sceau familial et signer lui-même son carnet de correspondance. La supercherie a été découverte quand Honda a commencé à vendre des sceaux avec les noms de famille de ses camarades de classe. Le petit Soichiro n'était pas inspiré par les manuels scolaires, mais par les gadgets techniques en tout genre. Honda père, remarquant la popularité grandissante des vélos au Japon, a appris à les réparer et entretenir dans son atelier. Et son fils l'aidait dans cette tâche, tout en apprenant le fonctionnement des mécanismes et leur utilisation. Le grand-père de Soichiro a joué un rôle important dans son éducation. Le vieil homme emmenait volontiers le garçon curieux au moulin local ou à la scierie. Ce qui a le plus impressionné notre héros à cette époque, c'était le moteur à combustion interne fixe dans l'une des entreprises. À cette époque, c'était une grande rareté au Japon. À l'âge de 11 ans, Honda a pris le vélo de son père et a parcouru plus de 30 km pour assister au spectacle aérien d'Arthur Smith, un célèbre aviateur des États-Unis. Soichiro n'avait pas assez d'argent pour acheter un billet et entrer à l'événement, mais cela n'a pas empêché le jeune homme de profiter du spectacle en grimpant dans un arbre. Beaucoup ont également entendu l'histoire de la première fois où Honda a vu une voiture de sa vie. Devenu adulte, Soichiro se souvenait avoir longtemps couru derrière la voiture, puis s'être sali les mains avec une goutte d'huile laissée sur la route et en avoir respiré l'odeur. En 1922, il a terminé 8 classes à l'école et prévoyait d'entrer à l'Institut d'ingénierie. Mais la situation financière difficile de sa famille a mis fin à ses études. Un jour de 1922, Soichiro, en parcourant la rubrique des offres d'emploi dans le journal local, trouve, du moins le pensait-il, l'emploi de ses rêves. Un garage automobile recherchait des mécaniciens. Porté par des rêves de succès futur, il a parcouru 250 km à pied et a obtenu le poste. Mais au début, il a été déçu. Au lieu de s'occuper des boulons, des engrenages et des pistons, son travail s'est limité au nettoyage des locaux, à la préparation des repas et à la garde du fils du propriétaire du garage. Le hasard a permis à Honda de montrer ses talents grâce à de fortes chutes de neige qui ont accru le nombre de voitures à réparer. Les mécaniciens habituels ne parvenaient pas à gérer le volume de travail, alors le patron a permis à Soichiro de s'en occuper. En voyant avec quel enthousiasme le jeune employé réparait les pannes, son patron, Yusa Sakakibara, a promu Honda.
Le rêve du héros de notre histoire s'est réalisé, et il a commencé à bricoler des voitures au lieu de travailler comme domestique, tandis que le propriétaire de l'atelier s'est mis à lui enseigner assidûment les subtilités de l'entretien des machines. En 1923, un violent tremblement de terre frappe le Japon, ce qui entraîne une forte augmentation du travail à l'atelier. Ce fut le moment où Soichiro s'est révélé comme un mécanicien professionnel malgré son jeune âge. La réputation de ce talentueux artisan lui a rendu un fier service. Honda a rapidement commencé à gagner environ 1000 yens par mois. À titre de comparaison, un commerçant assez prospère pouvait se vanter d'un tel revenu en 6 mois. Et à ce stade, Honda commence à perdre la tête. Ayant un caractère espiègle et désormais de l'argent, il commence à s'amuser pendant son temps libre après le travail. Il ne faut pas croire qu'il a mal tourné, mais Soichiro savait se détendre. Et ce n'est pas pour rien qu'on lui a donné le surnom de Playboy de Hamamatsu. Traîner dans les bars, faire un tour en voiture avec des filles, conduire de façon imprudente, tout cela était devenu banal. Une fois, Honda et 2 demoiselles ont réussi à tomber d'un pont en voiture dans une rivière, et ils ont survécu par miracle. Et savez-vous ce dont Honda était aussi fou ? Les courses. Déjà en 1923, Yusa Sakakibara avait décidé de participer à des courses. Et pour les courses, Yusa, son petit frère et quelques mécaniciens, dont Honda, commencent à construire des voitures de course bricolées. La première voiture fut l'Art Daimler, suivie d'une machine équipée d'un moteur de biplan Curtiss. Et cette voiture est plus importante pour l'histoire, car en novembre 1924, Honda a participé à une course en tant que mécanicien et était assis dans la voiture en tant que 2e membre d'équipage à côté de Sakakibara le jeune. Leur équipe a remporté la victoire lors de cette course. Et à partir de ce moment-là, beaucoup de choses ont été inspirées par les courses et faites pour les courses. En 1928, Honda a terminé avec succès sa formation et a ouvert sa propre succursale Art Shokai à Hamamatsu. Soichiro travaillait avec plaisir à l'amélioration des pièces automobiles. C'est lui qui a eu l'idée de remplacer les rayons de roues en bois par des rayons en métal qui sont plus solides et ne sont pas affectés par l'humidité. En 1928, il fait breveter cette invention. Et en 1931, il la présente au grand public lors de l'Exposition nationale de l'industrie. Sur cette photo prise en 1935, on voit la succursale d'Art Shokai à Hamamatsu. Si vous regardez attentivement la photo, vous verrez une voiture soulevée par un élévateur spécial que Honda a conçu lui-même. Soichiro a toujours affirmé qu'un homme ne devait pas faire son travail en rampant sous une voiture. Et puis, la carte de visite devient aussi les combinaisons de travail d'un blanc éclatant. Un parfait papier tournesol pour vérifier que si la combinaison est sale, cela signifie qu'un certain processus technique ne se déroule pas correctement. Au milieu des années 1930, l'effectif des maîtres de la filiale est passé à 30. Honda continue toujours à s'intéresser aux courses. Ainsi, l'une de ses voitures était équipée d'un moteur Ford suralimenté, et le moteur lui-même était incliné vers la gauche car la course se déroulait sur une piste dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cette solution permettait de prendre les virages plus facilement. Lors de la course du 7 juillet 1936, Soichiro et son frère Benjio participent avec cette voiture de course. Roulant à 120 km/h, ils sont entrés en collision avec une autre voiture. La voiture a fait 3 tonneaux, éjectant le conducteur et le mécanicien. Soichiro a une épaule déboîtée et des éraflures, mais son jeune frère s'est fracturé la colonne vertébrale. Après un séjour à l'hôpital, Honda participera en octobre 1936 à une autre course, qui sera sa dernière en tant que pilote. En réfléchissant à ce qu'il pourrait faire dans l'industrie automobile, notre héros décide de fabriquer des segments de piston. À cette époque, un segment de piston valait plus que son poids en argent. Honda obtient le soutien de Shichiro Kato et fonde l'entreprise Tokai Seiki. Honda s'enferme dans son atelier et tente de concevoir un segment de piston. Finalement, Toyota, qui avait commandé une série d'essais de 50 segments, n'en a retenu que 3 pour l'exploitation. Pour que vous compreniez l'approche de Soichiro. Avant de développer les segments, il a prononcé cette phrase « Je peux construire n'importe quoi si je le vois au moins une fois. » Descheledar Arkudistia. Comme vous pouvez le constater, cela a échoué. Honda comprend que 8 ans d'études et d'expérience en atelier ne suffisent pas pour un tel projet. Il part étudier à l'Institut industriel de Hamamatsu et au début, il écoute les cours avec passion. Vous voulez une blague ? Ses habitudes scolaires ressurgissent vite. Un jour, le directeur a convoqué Soichiro dans son bureau et lui a dit qu'il n'obtiendrait pas son diplôme. Pendant toute sa scolarité, il n'a jamais pris la peine de passer un seul examen. Et Soichiro a répondu qu'un diplôme ne garantit pas que tu gagneras de l'argent. En fin de compte, il a été exclu.
Mais Honda a réussi à assister aux cours pendant encore 1 an en tant qu'étudiant non inscrit. Finalement, après environ 2 ans, il a réussi à créer un segment de piston de qualité acceptable. Il quitte Art Shokai pour Tokai Seiki. Et cette fois, les choses se passent plutôt bien. Le volume de production et la liste des clients de l'entreprise augmentent, et le principal client est Toyota. Durant la guerre, Honda a automatisé sa production en raison de la pénurie de main-d'œuvre masculine due au conflit. Il invente également une fraiseuse automatique pour usiner des hélices d'avion pour Nakajima Aircraft. Les bombardements américains de la base aérienne de Hamamatsu et le tremblement de terre de 1945 ont endommagé les capacités de production de Tokai Seiki Heavy Industry, mais il était globalement possible de reprendre la production des segments après la guerre. Honda prend la décision de vendre l'entreprise pour 450 000 yens à la société Toyota. Et il fait une pause créative. Et vous savez ce qu'il fait ? Il achète une citerne d'alcool et va boire avec ses amis. Pendant toute cette période de folie, qui dure environ 1 an, Soichiro a l'idée d'extraire du sel de l'eau de mer par électrolyse et de le vendre dans son village natal. Il essaie également de créer un métier à tisser, qui s'est finalement révélé très coûteux et n'a pas rencontré de succès. En observant la dévastation d'après-guerre et les problèmes du pays, Honda comprend que la question des transports est particulièrement cruciale. L'industrie automobile est sous pression, et la voiture elle-même est un luxe inabordable pour la majorité de la population. Les chemins de fer sont détruits. Les routes sont également en mauvais état. En somme, c'est la catastrophe. Dans ces conditions difficiles, le vélo devient un moyen de transport très prisé. Il est simple, peu coûteux, nécessite un entretien minimal, mais il demande aussi des efforts de la part du cycliste. Si seulement on pouvait y fixer un petit moteur bon marché. Avec une légère augmentation du prix du produit fini, la mobilité augmenterait considérablement. Un jour, un ami ST est venu voir Soichiro, ayant déniché on ne sait où un petit moteur à kérosène qui servait à alimenter une station radio militaire. À la va-vite, les gars bricolent ce petit moteur sur un vélo, et avec cet engin, Honda envoie sa femme faire les courses. Les habitants du coin, voyant cette merveille d'ingéniosité, réalisent que le cyclomoteur est aussi facile à manier qu'un vélo ordinaire, même pour une femme. Et il y a une demande pour de telles constructions. C'est ainsi en fait que naît la société Honda. L'histoire de la plus grande entreprise de motos au monde commence avec un petit moteur monté sur le cadre d'un vélo. En 1946, Honda fonde l'Institut de recherche technique, dans l'un des bâtiments restants de Tokai Seiki, où lui, son jeune frère Benjio et quelques amis travaillent à adapter un petit moteur de radiotransmetteur sur le cadre d'un vélo. En même temps, les gars en rachètent les stocks restants de ces petits moteurs. La première Honda à type apparaît en 1947. Au Japon, à cette époque, il y avait de strictes restrictions sur le carburant, le kérosène et l'essence. Et ici, un autre cas intéressant apparaît. L'une des idées de Soichiro était d'utiliser de la térébenthine comme carburante. La térébenthine, en essence, est une huile essentielle inflammable obtenue par des méthodes d'extraction ou de distillation, à partir de différentes parties des arbres résineux, en particulier des racines. Soichiro rachète une parcelle de forêt afin de développer en même temps la production de carburant. Cependant, il a trouvé que creuser les racines manuellement était difficile et long. Il a été décidé de les extraire à la dynamite. Je ne sais pas d'où venait la dynamite, mais l'explosion a enflammé la litière de conifères et presque toute la forêt a brûlé. La térébenthine ne s'est pas révélée être le meilleur type de carburant, mais cela n'a pas empêché Honda de créer environ 500 moteurs auxiliaires de 50 cm3 et un cheval vapeur pour vélo entre 1947 et 1948. Il convient de noter que la petite équipe travaillait pratiquement pour de la nourriture et uniquement par pur enthousiasme, et Honda lui-même a immédiatement fixé des normes élevées pour la qualité des pièces. Le stock de petits moteurs réformés s'épuisait, et il a été décidé d'aller plus loin dans le développement de moteurs et de véhicules. Le 24 septembre 1948, l'entreprise a été réorganisée sous le nom de Honda Motor Company. La même année, Soichiro développait un modèle utilitaire à 3 roues, le type B, doté d'un moteur dont la cylindrée avait été portée à 89 cm3. Cependant, la machine s'est révélée infructueuse et n'a pas dépassé le stade du prototype. Le travail battait également son plein sur les versions des motos Type C et Type D. Toutes deux sont entrées en production en 1949. Le premier était un cyclomoteur avec des pédales et un petit moteur dotant de 96 cm3 développant 3 chevaux. Il n'y avait pas de boîte de vitesse et la puissance était transmise à la roue arrière par une courroie.
Le cadre a été conçu par Honda, mais il était fabriqué par un sous-traitant. D'ailleurs, le modèle C a été le premier véhicule de la société à participer à une course, et la moto a remporté la course. Vous pouvez imaginer contre qui il a dû se mesurer. Le modèle était déjà une véritable moto. Son moteur avait une cylindrée de 98 cm3 et une puissance similaire à celle du modèle C. Une boîte de vitesse à 2 rapports était intégrée dans le même bloc que le moteur. Le Type D était aussi surnommé Dream, qui veut dire rêve en français. Il existe une version selon laquelle, lors d'une fête célébrant l'achèvement de la construction du Type D, l'un des employés de l'entreprise a déclaré « Leur terre est... on dirait un rêve ». Et Soichiro, après avoir réfléchi à cette phrase, a donné au motocycle le nom officiel de Dram Type D. Le Type D présentait plus qu'une simple ressemblance passagère avec les machines allemandes d'avant-guerre, en particulier avec les Zundap. Le modèle s'est avéré populaire et les ventes initiales étaient plutôt bonnes, cependant l'économie japonaise de cette période était en difficulté. Il s'est également avéré qu'à cause de certains concessionnaires, plus de moteurs Type D étaient installés sur les machines des concurrents que sur les motos Honda vendues. Et c'est à cette période qu'un événement très chanceux se produit. Soichiro fait la connaissance de Takeo Fujisawa en août 1949 et dès octobre, Takeo devient directeur général de Honda Motor Company pour les questions financières et commerciales. Quant à Honda, il se concentre sur la production de motos, leur contenu et leur design. Soichiro était un technicien très talentueux, mais il était plutôt médiocre en finance et en vente. Et la rencontre avec Fujisawa aidera beaucoup l'entreprise. Si au XXIe siècle nous connaissons 4 géants japonais de la moto qui coexistent plus ou moins harmonieusement sur le marché. Dans la seconde moitié des années 40 et au début des années 50, il existait 150 entreprises et sociétés dans ce secteur au Japon. Comme vous pouvez l'imaginer, 146 d'entre elles ont disparu, et Honda Motor Company n'avait pas du tout zéro chance de faire partie de ces 146. Cependant, c'est la bonne répartition des responsabilités, une gestion compétente de l'entreprise et des finances, ainsi qu'une bonne organisation des ventes qui ont permis de rester à flot. Et c'est précisément pour cette raison que Fujisawa est appelé le deuxième père fondateur de Honda Motor Company. Honda met de l'ordre avec les concessionnaires et la guerre de Corée qui a commencé stimule l'économie japonaise. En 2 mots sur ce dernier point, les autorités d'occupation américaines sont présentes au Japon, tout comme un certain contingent de troupes en Corée. Ils font leurs sales affaires et sur place au Japon, ils réparent et fabriquent différentes choses nécessaires. C'est précisément cette activité qui stimule l'économie du pays du soleil levant. Honda étend ses capacités de production en acquérant une ancienne usine de métier à tisser à Tokyo et reçoit également plusieurs subventions du gouvernement. À la fin de l'année 50, la production du Type D s'élève à 167 unités par mois, et dès le début de l'année suivante, ce chiffre atteint 300. Cependant, les ventes ont peu à peu baissé, les concurrents présentant des conceptions plus réussies. Et la Honda Dream était déjà dépassée à ce moment-là. En octobre 1951, Soichiro présente au public le modèle à 4 temps E-Type. C'était la première moto à 4 temps de la société. Ce moteur a été développé en quelques mois par l'ingénieur de la société, Kiyoshi Kawashima, et sa cylindrée était de 146 cm3. Au départ, la transmission était à 2 vitesses, mais bientôt une 3e vitesse y a été ajoutée. Le modèle E-Type s'est avéré extrêmement réussi, et dès le début, cette moto a établi un record du nombre de véhicules produits en une période donnée au Japon. En 3 ans, la production de l'E-Type est passée à 32 000 unités par an. Le type de base est resté en production pendant 8 ans, évoluant à travers plusieurs modèles jusqu'au Dream 6E avec une cylindrée de 190 cm3 de l'année 1957. Et aussi dans le magazine d'entreprise de 1951 où Soichiro Honda exprime pour la première fois la philosophie de Honda Motor Company qui reposait sur 3 joies, la joie de la création, la joie de la vente et la joie de l'achat. Un an plus tard, en 1952, un autre best-seller de l'entreprise apparaît. Le moteur auxiliaire pour vélo de type F, également appelé Cube F. Ce moteur avait une puissance similaire à celle de ses prédécesseurs, mais pesait 2 fois moins. Pour promouvoir ce produit, Fujisawa a initié l'envoi de 50 000 lettres aux concessionnaires de vélos au Japon. Parmi les 30 000 répondants, 13 000 ont été sélectionnés. Pour donner une idée des volumes, au début de la production en octobre 1952, Honda a expédié 6 000 unités du Cube F et en décembre 9 000.
Le moteur auxiliaire a été produit jusqu'en 1954 inclus et s'est vendu à un grand nombre d'exemplaires. D'ailleurs, en 1952, le F-Type est devenu le premier produit d'exportation de la société Honda. Il est arrivé sur les étagères des magasins taïwanais. En 1953, le modèle J-Type de 100 cm3 apparaît, devenant également l'ancêtre de toute une famille. Cette moto légère Bentley signifie « pratique » en traduction. Ces trois modèles populaires de moto, E-Type, F-Type et J-Type, ont permis à l'entreprise d'améliorer considérablement sa situation financière, d'élargir ses capacités de production, d'augmenter son personnel ainsi que de se faire remarquer sur le marché local. Une étape clé de l'histoire de l'entreprise est la production de moteurs pour motoculteurs, générateurs, motopompes, etc. Cette étape commence avec le moteur H-Type en 1953. Avec l'amélioration de l'économie japonaise, Honda se tourne vers la production de machines plus avancées. Il est important de souligner la passion de Soichiro pour les moteurs à 4 temps. Les modifications à 2 temps, au minimum, le laissaient de marbre. Cependant, au début de l'entreprise, Honda comprenait que produire de petits moteurs à 2 temps était une étape nécessaire vers la grandeur. En 1954, Honda avait conquis le marché japonais et n'avait pratiquement pas de concurrents car les produits de l'entreprise étaient réputés pour leur grande qualité et leur prix bas. Vous vous souvenez du caractère passionné de Soichiro pour les courses. Ses projets de conquête du monde dépassaient même ceux de Napoléon en ambition. En 1954, Soichiro Honda et Kiyoshi Kawashima partent en voyage d'affaires en Europe afin de voir ce qui se passe de l'autre côté et d'acquérir des équipements de pointe pour l'entreprise. Et au cours de ce voyage, Honda assistera également à la course Tourist Trophy sur l'île de Man. En quelques mots sur cette course. C'est l'une des courses de moto les plus prestigieuses, sinon la plus prestigieuse au monde, à l'époque comme aujourd'hui. Et c'est aussi l'événement motocycliste le plus dangereux pour les pilotes. Soichiro savait déjà depuis son travail chez Art Shokei que les courses et les victoires étaient un excellent moteur pour les ventes et la popularité. Et il comprend aussi que la technologie qui participe à l'île de Man est bien supérieure à tout ce que produit son entreprise. De retour dans son pays natal, Soichiro déclare littéralement à ses employés « François H. et Kobe-sans. Mon rêve d'enfant était de devenir champion du monde sur une machine que j'aurais construite de mes propres mains. J'ai décidé de participer aux courses Tourist Trophy sur l'île de Man. Cet objectif est difficile, mais nous devons l'atteindre afin de vérifier la viabilité des technologies industrielles japonaises et de les démontrer au monde. Ici, je déclare mon intention ferme de participer aux courses Tourist Trophy. Je mettrai toute mon énergie et ma créativité pour gagner. » Et il écrit aussi une lettre ouverte aux fabricants européens de motos, disant que dans quelques années, papa va vous montrer comment il faut gagner des courses. Découillé comme ça. Il faut dire que pendant leur tournée européenne, ils ont été accueillis globalement avec amitié et avec leur mentalité coloniale, les Européens ne voyaient tant aucune menace dans ces Japonais polis qui fabriquaient là-bas des motos légères et bon marché. Si seulement ces gaz-là avaient donc su ce qui allait arriver à l'industrie motocycliste européenne à la fin des années 60. Lors du Tourist Trophy de 1954, Honda a observé de près les motos NSU allemandes dans les catégories 125 et 250 cm3. Les représentants eux-mêmes se vantaient fièrement de leur développement auprès de Honda et montraient volontiers les plans. On pense que Honda a copié ces machines, mais ce n'est pas le cas. En 1957, les principaux fabricants italiens de motos, dont Meccanica, Verghera, Agusta, Gilera et Mondial, annoncent qu'ils cessent de participer au championnat du monde, invoquant l'augmentation des coûts. Meccanica Verghera Agusta finira par se retirer de cet accord et continuera à participer aux courses. Et c'est à cette période que Honda achète l'une des dernières motos de course mondiale. La société japonaise ne copie pas entièrement cette technologie, mais elle s'inspire largement des solutions des ingénieurs allemands et italiens. Honda se plonge complètement dans la conception de machines de course et les teste lors de compétitions locales, notamment lors des courses annuelles sur le volcan Asama. Et en 1959, les motos Honda font leur début sur l'île de Man. L'équipe présente 4 motos avec 4 pilotes. Naomi Taniguchi a obtenu le meilleur résultat, terminant 6e dans la catégorie 125cc. Un fait important était que les 4 motos ont atteint la ligne d'arrivée sans aucune panne. Et c'est vraiment un accomplissement très important, surtout pour une entreprise qui faisait ses débuts. Les résultats des autres étaient les suivants, 7e, 8e et 11e place. Et depuis ce moment-là, la nouvelle s'est répandue dans le monde entier que Honda fabrique des machines fiables.
Lors des premiers retours de Honda au Tourist Trophy, quelques nuances subsistaient. Ainsi, au Japon, les courses se déroulaient sur des routes en terre. Les pilotes ont dû s'adapter immédiatement au revêtement dur de l'île de Man et au comportement des pneus de route. Et pendant 6 mois, l'équipe de course a minutieusement étudié le circuit de 60 km, se préparant à la course. Imaginez leur déception en apprenant à leur arrivée que la course des 125 cm3 se déroulerait sur un autre circuit appelé Cliffs. Attardons-nous sur un événement marquant dans la construction de motos civiles de l'entreprise à cette période. En 1954, Honda présente le scooter Juna de la série K. Ce scooter a été conçu dans le but de surpasser ses concurrents, à savoir le Fuji Rabbit et le Mitsubishi Silver Pigeon. De plus, cet engin se distingue par la présence d'un démarrage exclusivement électrique, c'est-à-dire un démarreur électrique. En 1 an et demi, seulement 5980 exemplaires ont été produits. Kawashima se souvenait plus tard de ce modèle comme du plus grand échec. Juna de la série K souffrait de surchauffe du moteur, et la carrosserie en fibre de verre s'est avérée plus lourde que prévu. Au final, le scooter de 170 kg avec un moteur de 6,5 chevaux s'est révélé plutôt poussif en termes de dynamique. Une suite intéressante de la série Juna en 60 et 1562 a été représentée par les modèles M80 et M85. Des scooters avec des moteurs opposés de 125 et 170 cm3 respectivement et une transmission hydrostatique. La technique s'est avérée extrêmement intéressante d'un point de vue technique, mais elle était très compliquée pour le consommateur et coûteuse par rapport aux concurrents. C'est ce qui a conduit à la faible quantité de scooters produits dans cette série. En 1957, la technologie de démarrage du moteur par démarreur électrique a été appliquée sur la moto classique de la société de la série C70. Les modèles C71 250 cm3 et C76 305 cm3 sont devenus les premières motos de la société équipées d'un démarreur électrique et les premiers modèles à être exportés massivement à l'étranger. Elles étaient exportées en Europe et aux États-Unis, ainsi que sur d'autres marchés. Le C71 a été présenté aux Pays-Bas en 1958 et à l'exposition d'Earls Court en 1959. Et le C76 est devenu la moto phare de la gamme Honda sur le marché américain en 1959. En 1958, une autre petite moto sort de la chaîne de production de Honda Motor Company, destinée à devenir une légende. Il s'agit de la Honda Super Cub avec un moteur de 50 cm3. L'idée de créer ce cyclomoteur appartenait à Fujisawa, et les exigences principales pour la machine étaient la fiabilité, un prix bas, une extrême simplicité d'utilisation et un carénage abondant qui empêcherait de salir les vêtements de l'utilisateur. Le conducteur devait pouvoir piloter d'une main et tenir une boîte de nouilles de l'autre, selon la philosophie de Takeo. Honda, avec d'autres ingénieurs, crée un prototype. Fujisawa aime cette création et il prévoit d'en vendre 30 000 exemplaires par mois. Et pour produire une telle quantité de machines, une usine séparée est construite. Ce sera un succès incroyable. Le Super Cub est produit dans différentes modifications jusqu'à aujourd'hui. Voici par exemple sur cette photo le modèle de l'année 2023. Au cours de son histoire de production, cette moto a été équipée de moteurs allant de 50 à 125 cm3 et elle a servi de point de départ pour certains autres modèles de la société. Environ 110 millions de Super Cub originaux ont été produits pendant toute leur période de fabrication. Et cela sans compter les clones chinois et les copies produites de sous-licence. Cette petite Honda, apparemment sans particularité à première vue, est le véhicule à moteur à combustion interne le plus produit au monde. En 1959, Honda fait irruption sur le marché américain. Et c'est le rêve de tout fabricant de motos de la seconde moitié du XXe siècle, car c'est le marché le plus riche du monde. Sur cette image, vous voyez le bâtiment de l'American Honda Motor Company en Californie, la première représentation commerciale de Honda aux États-Unis. Un mot sur l'image du motard aux États-Unis dans les années 50. Seul environ 1% de la population roule à moto. Parmi eux, il y a des gars normaux, des policiers qui chevauchent une moto par devoir, et des groupes de motards marginaux qui parfois font n'importe quoi. À cause de l'émeute de 1947 après le rassemblement de motos dans la ville de Hollister. D'ailleurs, la plupart des émeutiers se sont finalement avérés être des habitants locaux et non des motards. Du film de 1953 L'équipé sauvage, tourné à la suite de ces événements, et des déclarations dans la presse, un stéréotype se forme dans la société. Même si un motard est quelqu'un de bien, la société le perçoit comme un bandit, un ivrogne et un drogué. En même temps, une bonne partie des motards correspond à ce stéréotype.
L'arrivée de Honda sur le marché américain est un coup de génie marketing. Que pensez-vous du slogan ? Vous rencontrerez des gens formidables sur une Honda. Et cette phrase, si vous avez besoin de 4 roues, que diriez-vous d'une deuxième Honda ? Ce sera le début du triomphe de Honda à travers l'Amérique. Harley-Davidson, réalisant la perte du marché, tentera d'agir, mais il sera trop tard pour stopper Honda, que ce soit en Amérique ou dans d'autres parties du monde. En 1962, Honda construit pour la première fois une usine à l'étranger, en Belgique. Revenons au sport motocycliste. Après un bon début en 59 sur l'île de Man, l'équipe de course y revient en 60 et prend, dans la catégorie 125 cm3, la 6e, la 7e, la 8e et la 9e place, et dans la catégorie 250, la 4e, la 5e et la 6e place. Mais dès 1961, Honda dominera la concurrence dans cette course, prenant les 5 premières places dans les catégories 125 et 250 cm3 dans... Le secret des motos de course. Honda résidait dans le fait que leur moteur pouvait en tourner longtemps à 14 000 tours par minute sans se détériorer. En 64, les deux temps Yamaha et Suzuki vont devenir de sérieux concurrents pour Honda. Comme Soichiro était un passionné des 4 temps, il en viendra à construire des machines de course complètement folles. Elles étaient tellement performantes que les concurrents ne pouvaient mais que se gratter la tête d'incompréhension en réponse. 1 ou 2 ans plus tard, le MotoGP modifiera le règlement en limitant le nombre de cylindres dans les catégories de 2 motos pour équilibrer les chances de victoire entre les participants. Mais avant l'introduction de la limitation, Honda créera une série de fusées exceptionnelles. Voici par exemple la réglementation communautaire 149 de 65, 125 cm3 et 5 cylindres en ligne. Chaque minuscule cylindre avait un volume de seulement 25 cm3. Les dimensions du groupe cylindre-piston sont de 33 sur 29,2 mm. Ce démon développait 30 chevaux à 18 000 tours par minute. En 66, le modèle réglementation communautaire 166 a vu le jour, 249 cm3 et 6 cylindres en ligne, 64 chevaux à 18 000 tours par minute. En 1959, la société Honda devient le plus grand fabricant de motos au monde. Depuis lors et jusqu'à aujourd'hui, elle occupe la première place en nombre de motos produites. Mais à ce moment-là, l'objectif n'était pas simplement d'obtenir un diplôme. La conquête du monde entier restait à venir. Au départ, la société Honda a misé sur le marché américain avec des modèles phares dotés de moteurs de 250 et 305 cm3. La Super Cub a connu une histoire passionnante, même avant le célèbre slogan Honda sur les rencontres extraordinaires. Connaissant les préférences du consommateur américain, l'entreprise savait que la cylindrée de 250 cm3 représentait le bas du marché. Cependant, pour les déplacements économiques des employés du bureau de représentation commerciale en Californie, un certain nombre de Super Cub ont été importés et utilisés. Imaginez la surprise des employés lorsque, quelques mois plus tard, les habitants locaux ont commencé à s'intéresser massivement. Qu'est-ce que c'est que cette petite chose intéressante qui ne tombe jamais en panne, sur laquelle vous roulez tous les jours ? Et comment en commander un ou peut-on en acheter ? Honda a compris à temps qu'il fallait ajouter ce modèle à la liste de prix. En 61, l'une des modèles les plus importantes de la société apparaît, la C77 Super Hulk. On l'appelle aussi la première moto sportive japonaise. La Super Hulk, malgré une cylindrée assez modeste de 305 cm3, avait un excellent potentiel. La première sportive japonaise pouvait se vanter d'une puissance de 28 chevaux et atteignait une vitesse de 165 km/h. Et puis, la C77 était fiable, belle et séduisait par la présence d'un démarreur électrique. Il existait également des versions de motos CL, de style scrambler avec un cadre renforcé et un silencieux relevé. Il est à noter que selon les sources, on trouve différentes nomenclatures pour la série de motos Dream. Parfois, le nom est indiqué par exemple C72 ou CB72. Savez-vous ce que signifie l'abréviation CB, Cell on Block ? Les propriétaires peuvent proposer une dizaine d'autres interprétations alternatives comme Classic Bike, City Bike ou Cool Beach. D'ailleurs, en 61, Honda établit un record dans l'industrie, à l'époque bien sûr, en termes de vente de motos. Et ce chiffre atteint 100 000 par mois.
Des investissements publicitaires importants et une approche intelligente dans la création de publicités ont grandement aidé Honda à conquérir le marché. La pop culture a également aidé. Par exemple, dans le film de 1964 Roustabout, Elvis Presley conduisait une CB77 Super Hulk. Et tout cela parce que la société Paramount voulait éviter l'image du hors-la-loi et a refusé d'utiliser des motos Harley-Davidson ou Triumph. Ce film, sorti en même temps que la chanson des Beach Boys de 1964 Little Honda, est devenu une publicité gratuite pour la société japonaise. Et tout cela a parfaitement fonctionné. En 1964, environ 300 000 motos ont été vendues aux États-Unis et 1 sur 2 était une Honda. Voyant d'énormes perspectives, Soichiro investit des fonds supplémentaires dans le développement de nouveaux modèles de motos. Le modèle CB450 est lancé en 1965. Le grand public la découvre pour la première fois en Grande-Bretagne lors des courses de vitesse à Brighton en septembre 1965. La moto venait d'être importée et n'était pas encore rodée. Cependant, cela n'a pas empêché Alan Robinson de parcourir le kilomètre en 30 secondes, atteignant une vitesse de 160 km à l'heure à l'arrivée. Dans le cadre d'une autre opération promotionnelle, la société Honda a prévu la participation de Mike Hailwood sur la CB 450 à la course de 500 miles de Brands Hatch en juillet 1966. Honda n'a pas été autorisé à participer. On a estimé que la moto ne pouvait pas être considérée ni classée comme une machine de série car sa culasse comportait 2 arbres à cames. Apparemment, les Britanniques se sentaient vanter déjà que la domination de leur technologie touchait à sa fin. La CB450, appelée Black Bomber ou Dragon, et au Canada Hellcat, était une excellente moto, et son moteur de 43 chevaux à Ogilvy Arcanant au régime permettait d'atteindre 180 km/h sur 14 mètres à l'heure. Et dans l'ensemble, la machine faisait une concurrence digne aux grosses motos américaines et britanniques. Seulement, les acheteurs ne croyaient pas vraiment qu'une si petite moto en était capable, et les ventes n'ont pas répondu aux attentes de Honda. En 1967, le directeur de l'American Honda Motor Company, Bob Hansen, s'est envolé pour le Japon afin de discuter avec la direction de l'entreprise. Il informe Soichiro que la moto phare de l'entreprise doit avoir un moteur 4 cylindres en ligne, et non le gros Batwing en développement chez Honda. Soichiro a prêté attention à cette idée, d'autant plus que la société avait déjà testé les 4 cylindres en ligne dans ses voitures et ses motos de course. Le développement a débuté en 1968. Les ingénieurs de la société avaient alors déjà achevé le travail sur le prototype. La cylindrée choisie était de 750 cm3 car Soichiro connaissait les développements de moteurs de ce volume chez Triumph. En 1969, la CB750, Four apparaît sur les marchés américains et britanniques, une moto qui sera incluse au Hall of Fame des motos classiques de l'American Motorcyclist Association et dans la liste des plus grandes motos de tous les temps de la chaîne Discovery. Elle était plus rapide que ses concurrentes, a introduit pour la première fois les moteurs 4 cylindres pour le grand public et est devenue la première moto de série à utiliser des freins à disque. Bien sûr, à peu près à la même époque, d'autres entreprises allaient dans la même direction, mais Honda a été la première à réussir. De plus, la CB750 sonnera le glas de l'industrie motocycliste britannique. Aucune tentative pour s'en sortir ne l'aidera plus désormais. D'ailleurs, la popularité du premier superbike aux États-Unis a été renforcée par la version sportive CR750, sur laquelle, lors d'une course, même sur 200 miles en 70, Dickman est arrivé premier. Au début des années 70, après le succès du superbike CB750, la société Honda réunit une équipe de développeurs, de concepteurs et d'ingénieurs afin d'étudier le concept d'une nouvelle moto phare. Le chef de l'équipe devient Shoichiro Irimajiri, un jeune ingénieur talentueux à l'époque de 70. Il a 30 ans, il a participé à la construction de moteurs multicylindres pour les motos de course Honda et du moteur V12 pour la monoplace de Formule 1. Si la CB750 était appelée le roi des motos, le nouveau projet a reçu le nom de Roi des rois. Après avoir évalué les marchés, les gars arrivent à la conclusion qu'au lieu de créer une autre moto sportive, il faut construire quelque chose adapté au long voyage. Devinez dans quelle partie du monde, à ce moment-là, on parcourt le plus de longues distances à moto ? Oui, les États-Unis. Et pour cela, on utilise un petit nombre de modèles de marques comme Harley-Davidson, Moto Guzzi et BMW. Irimajiri conçoit une moto avec une position de conduite confortable et détendue, de la place pour les bagages et un moteur souple et coupleux. En 72, le premier prototype appelé M1 était prêt.
C'était une énorme moto équipée d'un moteur à 6 cylindres à plat d'1,5 litre. Le prototype a rencontré un petit problème. Les moteurs et la moto dans son ensemble étaient très longs et il n'était pas question d'une position de conduite confortable. En peu de temps, le prototype est modifié et raccourci en réduisant le nombre de cylindres. Et en 1974, la première Honda Goldwing fait ses débuts avec un moteur d'1 litre à refroidissement liquide. Entre 1975 et 1979, Honda a vendu plus de 97 000 unités de la GL1000 aux États-Unis. C'était un succès. En 1979, la Gold 1100 est apparue en 1983. La 1200 et en 1987 commence l'ère des Goldwing à 6 cylindres. D'abord la 1500 puis la 1800. De plus, sur la base de la Gold, ont ensuite été construites la version Cruiser Valkyrie et la Bagger AF6. En 1978, Honda, souhaitant rendre hommage à ses modèles de course à 6 cylindres, crée la moto civile CBX avec un 6 cylindres en ligne de 1050 cm3, développant 105 chevaux. C'était une excellente machine, très appréciée par la presse spécialisée occidentale. Toutefois, en termes de vente sur cette période, le meilleur des modèles phares sera la CB900F. En travaillant sur ce sujet, je me suis souvent demandé d'où venait chez Honda cet amour pour les moteurs V4. La VF, VFR, Cross Tourer et Magna sont des modèles bien connus de moto Honda. Mais quel a été le point de départ ? Vous vous souvenez comment Honda dominait tout le monde en MotoGP dans les années 60 ? Eh bien, en 67, il quitte les grandes courses. Le financement de ce secteur diminue, et l'entreprise se concentre sur la conquête du marché européen et américain. Dans la seconde moitié des années 70, Honda a décidé de revenir en Grand Prix. Dans la catégorie des 500 cm3 et d'autres, les moteurs de temps dominent, mais Soichiro ne les apprécie guère. Il fallait créer un moteur 4 temps performant. Un V8 aurait été idéal, mais un problème se posait. Le règlement des courses comporte un article qui stipule « pas plus de 4 cylindres ». Ici, je pense que vous avez deviné comment Honda a rusé. En 1979, le modèle de course NR505 fait ses débuts. Avec 4 cylindres, des pistons ovales, 2 bielles par piston et 8 soupapes par cylindre. Au final, la moto s'est révélée être un échec et n'a remporté aucune victoire. Et Honda, reconnaissant son erreur en 82, adopte finalement le 2 temps et le moteur V3 pour les courses. J'imagine à ce moment-là le vieux Soichiro en train de s'énerver, lançant des pistons ou tout ce qui lui tombe sous la main sur ses employés, réalisant que son entreprise allait devoir fabriquer ces moteurs 2 temps qu'il détestait tant. Pour que vous compreniez, l'un des membres de l'équipe de course moto a une cicatrice sur la tête parce que, lors d'une discussion animée, Soichiro lui a lancé un cylindre de moto. Cependant, le V4, mais cette fois avec des pistons ronds standards, trouve sa place dans plusieurs modèles civils de la société dans les années 80. Et quelques temps plus tard, ces moteurs 2 temps deviendront la norme pour les motos de course Honda, à l'exception d'une courte période où le V5 sera utilisé. La société reviendra une fois de plus aux pistons ovales en 1991. Un modèle NR750 sera produit en série extrêmement limitée. Et à ce moment-là, ce sera la moto de série la plus chère du monde. Au total, 322 exemplaires de cette moto unique ont été produits sur commande. Une page fascinante de l'histoire concerne les croiseurs. C'est l'histoire de comment les Japonais ont convoité ce qu'il y a de plus sacré. Ils ont décidé de s'immiscer dans la niche des motos américaines classiques, cette même niche où, dans les années 70, Harley-Davidson était le monopole. Mais Honda ne serait pas Honda sans sa façon unique de faire les choses. En 1978, il présente dans 2 modèles, la CX500 avec un moteur en V longitudinal, comme Moto Guzzi, et la CM185 avec un bicylindre en ligne. Dans les années 80, la famille CM et CMX va grandement s'élargir. Mais nous savons très bien qu'une partie intégrante de l'image de la moto américaine classique, c'est le bicylindre en V. Les ventes de ces cruisers pas vraiment authentiques laissant à désirer. Honda corrige cette erreur en 83. C'est précisément cette année-là que le premier modèle Shadow apparaît. La Honda Shadow sera produite en différentes versions, tant par la cylindrée que par l'apparence et le style. En raison de la pression exercée par les Japonais, le gouvernement de Ronald Reagan a instauré en 1983 un tarif colossal de 49,4% sur les motos japonaises de plus de 700 cm3.
Cet acte protectionniste visait à renforcer la position de Harley-Davidson, qui avait traversé des années difficiles dans les années 70. Toujours en 83, la Honda V65 Magna fait son apparition. C'était définitivement un cruiser impressionnant, avec une approche clairement japonaise des choses. Durant la période de la taxe, la majorité des modèles étaient conformes à sa réglementation. La Shadow a reçu un moteur de 700 cm3 au lieu de 750 cm3. Cependant, après une courte période, Harley a eu tellement confiance en elle-même qu'elle a exigé la suppression de la taxe un an avant son expiration. Cela a provoqué une nouvelle vague de développement de la part des Japonais. Des modèles plus volumineux, plus puissants et plus impressionnants apparaissent. Dans les années 90, la Shadow atteint 1100 cm3 et dans les années 2000, la série Fit TX apparaît. La gamme Rebelle, apparue en 1985, devient également une série emblématique de la marque. Dans la catégorie des cruisers, la série CTX et le modèle NM4 Voltus méritent d'être mentionnés. En conclusion, Honda n'a jamais craint d'expérimenter et de suivre les nouvelles tendances. Par exemple, quand le monde était fasciné par le moteur rotatif de Felix Wankel, la société a construit un prototype basé sur une moto classique, sans obtenir de licence pour la conception de ce moteur. D'après la couleur du prototype, il date probablement de 1973. Le prototype de moto avec moteur rotatif était clairement destiné à vérifier si Honda ne manquait pas sa chance dans une niche potentiellement prometteuse. La première moitié des années 80 est marquée par la mode de l'utilisation du turbocompresseur sur les motos, et tout le grand quatuor japonais n'y échappe pas. Honda devient la deuxième entreprise à produire en série une moto turbo avec la CX500, turbo en 1982, suivie de la CX650 un an plus tard. Au total, seulement 1777 motos turbo de la série CX sont sorties de la chaîne de production. Dans ce chapitre, abordons une question qui s'impose depuis longtemps. Quelle est la situation de Honda concernant les motos tout-terrain et comment cette famille s'est-elle développée? Au début des années 60, Honda proposait des motos avec l'indice CL, vous vous en souvenez? Ces machines de style scrambler se distinguaient des versions classiques par une partie cycle renforcée, des garde-boue surélevés, un échappement relevé et des pneus légèrement plus agressifs que ceux des modèles routiers standards. Vous vous souvenez du boom qui a eu lieu sur le marché américain avec les motos Honda à cette époque? Les modèles Trail 50 et Super Cub se vendent comme des petits pains. On voit souvent ces petites machines accrochées au pare-choc d'un camping-car ou d'une maison sur roue. Et les gens roulent à fond sur ces motos pendant leurs vacances et explorent aussi les environs. Et même si ce ne sont pas des motos d'enduro, elles suffisent pour affronter un terrain relativement accidenté. Et même si tu restes coincé quelque part que tu ne peux pas passer, tu pourras facilement sortir ou pousser la moto légère tout seul. Aux États-Unis, à cette époque, une passion pour la conduite tout-terrain émerge, et les petites motos et scramblés puissants de la compagnie ont fortement contribué à cet engouement. Le premier vrai mini-bike de Honda, conçu exclusivement pour le tout-terrain, fut le Z50 Mini Trail de 68. Cette moto à 3 vitesses, ressemblant à un insecte déformé, avait un guidon pliant permettant de la ranger facilement dans le coffre d'une voiture. Aux États-Unis, 450 000 unités du Z50 ont été vendues. Et il a initié plus de jeunes au tout-terrain que n'importe quel autre modèle de moto. Vous avez remarqué, ce ne sont pour l'instant que des moteurs 4 temps. Cependant, dans les années 60 et les décennies suivantes, les moteurs 2 temps commencent à dominer le motocross et le tout-terrain dans le monde entier. Soichiro Honda a un jour déclaré publiquement que Honda ne fabriquerait jamais de moto à moteur 2 temps. Cependant, il a dû à plusieurs reprises renoncer à ce principe pour que les produits au moment de son entreprise restent compétitifs. Finalement, le désir de domination et de grandeur l'emportera sur son aversion pour le moteur 2 temps. Au début des années 70, l'entreprise entame le développement d'un modèle de moto de motocross. Et au printemps 1973, le premier représentant de la famille Elsinore apparaît, la Honda CR 250 Mai, la première moto de course de temps de série que l'entreprise a construite à partir de zéro, au lieu d'adapter une moto de route à ses tâches. Et c'était aussi la première moto japonaise de motocross capable de surpasser la technologie européenne du tout-terrain. À l'automne 73, la famille s'agrandit avec le modèle CR25M et en 74, une moto de cross pour jeunes pilotes, la MR50. Et tous ces modèles seront des 2 temps assez puissants dans leur catégorie. Parallèlement, la famille ayant des véhicules tout-terrain basés sur le moteur Super Cub se développe également.
Il y a plein de modèles de motos et même un tricycle comme celui-ci appelé All-Terrain Cycle. C'est le seul all-terrain cycle de moins de 200 cm3 avec démarrage électrique. Au cours de la décennie suivante, ou à peu près, les motos tout-terrain étaient la chose la plus cool de la planète. Et les fabricants japonais menèrent une guerre pour la suprématie de leur technologie, en introduisant de nouvelles innovations non seulement chaque année, mais à chaque course. Lorsque la Honda CR500 est apparue en 1984, elle incarnait tout ce que Honda avait appris au cours de décennies de courses de motocross. C'était une moto de cross de série, très proche des modèles conçus pour la course. C'était un monstre avec un moteur deux temps de 491 cm3 et une puissance de 53 chevaux. La production a continué jusqu'en 2001, mais les légendes sur cette moto circulent encore aujourd'hui. La série CR elle-même a existé jusqu'en 2007. Elle a été progressivement remplacée, à partir de 2002, par la famille 4 temps CRF. Mais tout cela concerne les motos de cross ou les petites cylindrées basées sur le moteur Cub. Et l'enduro ? Après le scrambler à la mode des années 60, des machines plus orientées tout-terrain arrivent boudon sur le marché. En 1972, la Honda XL 250 fait son apparition. À cette époque, c'était la première moto enduro moderne à 4 temps et la première moto monocylindre à 4 soupapes produite en série. C'est ce modèle qui est devenu l'ancêtre de la famille XL qui allait s'agrandir au cours d'une quinzaine d'années. Le modèle le plus volumineux sera la XL600R en 87. La famille NX remplacera la série XL, avec la NX 250 qui n'est restée sur la chaîne que 2 ans et la plus réussie NX 650 Dominator. Début des années 80, le rallye Paris-Dakar devient à la mode. En 1981, Honda y participe pour la première fois. Le pilote français Cyril Neveu obtient la 6e place et en 1982, il remporte la première place. En 86, la société présente une nouvelle machine de course, la NXR 750, et en 88, le modèle gagne encore 50 cm3 de cylindrée. Et l'équipe remporte le rallye 4 fois de suite, de 86 à 89 inclus. Plus tard, pendant 24 ans, Honda cesse de participer au Dakar, ne revenant qu'en 2013. Alors où est-ce que je veux en venir ? Le rallye Paris-Dakar a catalysé la naissance et la popularité croissante de la catégorie des enduros de tourisme. Et c'est sur cette vague de popularité qu'en 1987 naît la série de motos Transalp, qui est produite jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'au nouveau modèle XL 750 de 2023 avec un bicylindre en ligne, tous les modèles étaient équipés d'un V-twin. Et en 1989, pour le grand public dans ce segment, apparaît l'Africa Twan 750. Par la suite, au fur et à mesure du développement de la catégorie, apparaît la Varadero 1000, puis plus tard une nouvelle réincarnation de l'Africa, avec un moteur d'1 litre, puis d'1 litre et un dixième. Et Honda avait aussi le légendaire modèle Enduro XR 250, dont plus de 800 000 exemplaires ont été produits pendant toute la période. Et ce n'est pas un hasard. L'une de ces versions portait le surnom de Baja, dérivé du nom de la course de 1000 miles sur la péninsule de Californie. En énumérant de nombreux modèles de motos, nous nous sommes un peu éloignés de la personnalité de Soichiro Honda. Au fil du récit, on pourrait avoir l'impression que Soichiro est toujours un homme jeune et énergique. Cependant, rappelez-vous les dates. Honda est né en 1906, ce qui signifie qu'au moment où il s'est acheté une citerne d'alcool après la guerre, il avait déjà la quarantaine. Et dans les années 70 et 80, c'est un vieil homme actif et toujours aussi ambitieux. Mais un vieil homme. Le temps passe vite. Honda est resté président de l'entreprise jusqu'à sa retraite en 1973. Cependant, après cet événement, il ne quitte pas l'œuvre de toute sa vie. Il reste au poste de directeur et, en 1983, il est nommé conseiller suprême de l'entreprise. À la retraite, Soichiro se concentre davantage sur les activités sociales. Ainsi, en 1980, la fondation Honda est créée. Elle organise un concours parmi les jeunes ingénieurs et apporte un soutien financier aux plus talentueux. Et cette même année, 1980, le magazine People a inclus Soichiro dans la liste des 25 personnes les plus fascinantes de l'année, le surnommant le Henry Ford japonais.
Dans ses mémoires, Soichiro Honda exprimait des regrets concernant le fait qu'il traitait parfois ses employés de manière brutale, et qu'il lui arrivait même de lever la main sur eux. Les cylindres nécessitaient un entretien important. Ils visaient avec précision en lançant des objets. En 1991, le 5 août, à l'âge de 84 ans, Soichiro Honda décède. Il reste à jamais dans la mémoire de beaucoup comme une légende de la construction moto et automobile. En ce qui concerne les autres personnalités emblématiques de l'entreprise, Takeo Fujisawa prend sa retraite en 1973, Shoichiro Irimajiri, qui avait commencé à la fin des années 40 en tant qu'ingénieur de l'entreprise, était l'un des directeurs dans les années 80 et a démissionné en 92. Il faut comprendre que, dès les années 60, la société Honda est une immense entreprise avec de nombreuses usines situées dans différentes régions du monde, avec de nombreuses filiales, comme Honda Racing Corporation par exemple, de nombreux centres de distribution et ainsi de suite. Le tout est géré par des responsables locaux sous la direction du conseil d'administration. Et le plus important pour les entreprises, ce qui se passe dans les années 70 et 80, c'est que le pouvoir passe des pères fondateurs à des personnes compétentes, et non, comme cela arrive parfois, à des héritiers incompétents. Des gestionnaires dirigent, des ingénieurs conçoivent, des spécialistes du marketing promeuvent et vendent. Il convient de noter qu'à l'aube de la création de l'entreprise, Soichiro et Takeo ont conclu un accord selon lequel ils ne forceraient non jamais leur fils à rejoindre l'entreprise. Par exemple, le fils de Soichiro, Hirotoshi Honda, était le fondateur et ancien président-directeur général de Mugen Motorsports, une société de tuning Honda qui a créé des voitures de course originales dans les années 80 et pendant plusieurs décennies par la suite. La gamme de motos de l'entreprise ne cesse de s'élargir. Et ces fameuses années 80 marquent pour Honda l'apogée d'une catégorie de véhicules bien connus de vous. Voici les scooters. Vous pensiez que je les avais oubliés ? Si vous avez bien suivi le sujet, vous vous souvenez que le premier scooter était cette machine de 1954. Il s'appelait Juna et, à cause de plusieurs problèmes, il n'a pas eu beaucoup de succès. Les deux modèles de scooters du début des années 60, avec des moteurs opposés, ont connu un sort similaire en raison de leur coût élevé et de leur conception complexe. L'entreprise a oublié ce type de véhicule pendant un certain temps, mais elle a connu du succès dans les années 70 avec la gamme de cyclomoteurs P50 et Express. Pour Honda, les scooters modernes étaient l'étape logique suivante après les cyclomoteurs. Et en 1980, le premier représentant de la famille des scooters apparaît sous le nom de NB50, qui s'appelait Tact au Japon et Aero 50 aux États-Unis. On ne peut pas passer à côté de l'étonnante construction pliante appelée Honda Motocompo. Ce cyclomoteur pliant est apparu en 81 et a été conçu comme un complément aux voitures de la classe compacte. L'idée était que, grâce à la possibilité d'emporter la mobilette dans le coffre de la voiture, le conducteur, une fois arrivé à un point intermédiaire du trajet, passerait sur le cyclomoteur et continuerait son déplacement à une vitesse suffisante et avec un certain confort. Les ventes de la petite voiture City étaient prévues à hauteur de 8000 exemplaires par mois, et celles de la Motocompo à 10 000. Si la voiture a atteint ses objectifs, en 2 ans, seulement environ 53 000 cyclomoteurs ont été vendus. En 83, une version plus puissante, l'Aero 80, a été préparée pour le marché américain. En même temps, Honda a également développé un scooter de style plus conservateur, basé sur les cyclomoteurs Express. Ce modèle s'appelait Express SR et possédait la plupart des commodités d'un scooter moderne, à l'exception d'un compartiment de rangement fermé. L'année 84 devient particulièrement marquante. La gamme de scooters s'enrichit d'un modèle de temps, l'Aero 125. Cependant, Honda se tourne vers des technologies plus modernes, plus écologiques et passe bientôt tous ses scooters, sauf les modèles 50cc, à des moteurs 4 temps. En raison de cette tendance, l'Elite 125 à 4 temps fait ses débuts. Ce scooter fut le premier représentant de la famille Elite qui occupera pendant des décennies une place importante dans la gamme de scooters Honda. Les deux autres nouveaux scooters étaient le Spree, étonnamment petit, et le Giro, un modèle unique à 3 roues. D'ailleurs, quand on s'attire que Great Your Recreational Original signifie Great Your Recreational Original, en version originale, soit un excellent moyen original pour tes loisirs, en français. En 1988, un scooter fait ses débuts, destiné à devenir une légende. Il s'agit de la Honda Dio. Ce modèle sera très populaire grâce à sa compacité, sa fiabilité et sa maniabilité. La Dio est toujours produite aujourd'hui, et un nombre immense de ces scooters sont sortis des chaînes de montage. Parmi les grands scooters de cette période, on trouve l'Elite et l'Helix. Les deux sont équipés d'un moteur de 250 cm3.
Dans les années 2000, la concurrence active avec d'autres entreprises japonaises et les fabricants italiens de scooters conduit à une expansion significative de la gamme Honda. Malgré des caractéristiques similaires, différentes variantes de design émergent, comme le style rétro du CHF50 ou l'allure urbaine du Rucus. Avec ce dernier, les designers de Honda vont encore se lâcher. Apparemment, ils sont tombés sur les restes d'une citerne que Soichiro avait achetée en 1946. Et ce n'est qu'après cela, en 2005, qu'ils ont présenté le Big Rucus. En 2002, la famille accueille le maxi-scooter le plus volumineux, le Honda Silverwing. D'ailleurs, le nom Silverwing était auparavant utilisé par Honda pour les modèles CX500 et 650. Oui, ceux-là même, dont la configuration rappelait celle de Moto Guzzi. Avec son moteur de 600 cm3, il a longtemps été le plus grand scooter jamais proposé par Honda. C'était en réponse à l'intérêt grandissant pour les scooters de tourisme de grosse cylindrée. Cette famille a évolué au rythme de l'époque et des tendances du marché. Fait intéressant, en 2017, Honda a présenté une gamme de scooters Adventure. Il s'agit d'une sorte de symbiose entre le scooter au sens classique du terme et l'enduro de tourisme. Le fleuron de cette niche est le XADV 750, doté du même moteur que le NC 750. Il existe également des versions avec des moteurs de 350 et 150 cm3. Qu'en est-il des autres catégories concept de moto ? Au début des années 80, une mode pour les sportifs civils commence à émerger. Jusqu'à ce moment-là, les motos sportives étaient utilisées exclusivement sur circuit. Cependant, pour répondre à la demande, les entreprises japonaises présentent les premières versions de sportives civiles vers le milieu de cette décennie. Ces motos intègrent de nombreuses technologies issues de la course, et pour circuler légalement sur la route, elles sont équipées d'un ensemble complet d'éclairage, de rétroviseurs et d'un avertisseur sonore. Habituellement, dans la catégorie des sportives chez Honda, la palme revient au modèle CBR 400, le tout premier modèle fondateur de la gamme CBR apparu en 1983. Mais au moins un an plus tôt, un modèle sportif bien moins connu, la MVX 250 avec un moteur 2 temps en V3, avait été lancé, avec un moteur de cette même configuration que celui utilisé en Grand Prix. Plus tard, un modèle NSR 250R doté d'un groupe motopropulseur similaire sera également produit. Qu'en est-il de la famille CBR ? En 1986, le modèle 250 s'y ajoute, puis un an plus tard, les modèles 600 et 750, ainsi que la version Sport Touring CBR 1000F. Et dans leur grande majorité, ces motos, à l'exception des CBR de petite cylindrée modernes, sont équipées de moteurs 4 cylindres en ligne. Au milieu des années 90, Honda était déterminé à produire la moto de série la plus rapide du monde, et à s'approprier les droits de vantardise et l'influence marketing qui appartenaient alors à la Kawasaki Ninja ZX11. Ce désir a conduit à la création de la CBR 1100XX Blackbird, aussi appelée la Grive. Le nom Blackbird n'a pas été choisi par hasard. C'est une référence à l'avion Lockheed SR-71, l'avion de série le plus rapide au monde. La Grive est apparue en 1996 et a surpassé la ZX11 affichant une vitesse maximale de 287 km/h. La CBR 1100XX portera le titre de la moto de série la plus rapide pendant 3 ans, avant l'arrivée de la Hayabusa de Suzuki. Honda reste également à la pointe dans d'autres catégories de machines, parfois même à l'avant-garde. Tourisme, enduro, cruiser, moto classique, sport touring petite cylindrée. Quelle que soit la niche que vous explorez, il y aura eu, au fil des décennies, de 10 à 21 modèles de machines présentés. Et je pense que vous comprenez très bien que dans ce reportage, je n'ai pas pour objectif d'énumérer absolument tous les modèles de la marque Honda. L'essentiel est ce que nous avons compris ensemble les moments clés de l'histoire de l'entreprise. Quelle est la situation actuelle de l'entreprise Honda ? La situation est excellente. C'est toujours la plus grande entreprise de moto au monde. Voici quelques chiffres pour vous. À la fin de 2019, le nombre de motos produites a dépassé les 400 millions d'exemplaires. C'est le plus grand fabricant de moteurs à combustion interne au monde. Et en 2015, c'était aussi le 8e plus grand constructeur automobile. Environ 225 000 personnes travaillent dans toutes les usines, bureaux et entreprises dont de fait Honda. Des sommes considérables sont investies dans la R&D de nouveaux produits. Voici quelques questions et réponses pour mieux comprendre.
Une moto avec une boîte de vitesse automatique, c'est Honda. Une moto avec une transmission hydraulique, encore Honda, et ainsi de suite. La gamme moderne de motos reste tout aussi large et réagit rapidement aux tendances et à la mode du marché de la moto, que ce soit au niveau mondial ou local. Que peut-on dire en tirant les conclusions de cette grande histoire ? Le succès incroyable de Honda s'est produit grâce à de nombreux facteurs et à des événements à la fois fortuits et planifiés. Et ce qui dépendait des gens s'est produit ainsi précisément grâce à leur esprit vif et à leur talent, à une direction et une organisation habiles, ainsi qu'à un grand sens du travail. Et ce n'est pas seulement grâce au talent de Soichiro Honda, Takeo Fujisawa, de l'ingénieur Kawashima ou du concepteur de moteur Irimajiri, mais aussi grâce à de nombreux autres milliers d'employés, responsables et travailleurs de l'entreprise, tout au long de son histoire, dont les noms n'ont pas été aussi bien préservés. Et ce récit est encore plus intéressant et vivant que d'autres histoires de production de motos, précisément grâce à la personnalité flamboyante de Soichiro Honda, un véritable rocker du monde de la moto et de l'automobile. C'est ainsi que se termine la brève histoire des motos Honda. C'était la Shine Crass Moto comme toujours. En terminant ce grand travail, je peux dire ceci. J'y ai pris énormément de plaisir, malgré de nombreuses difficultés et le temps passé. On me demandait depuis longtemps de faire un sujet sur l'histoire de Honda, mais c'est précisément à ce moment-là que je m'y suis décidé. Si cela s'était produit plus tôt, le résultat aurait été moins bon, mais il était trop tard pour reporter. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à être actif en partageant ou en vous abonnant. Je n'exclus pas que ce contenu puisse contenir certaines erreurs. Vous pouvez toujours les signaler de manière constructive et les corriger dans les commentaires. Un grand merci d'avoir regardé et une gratitude particulière à tous ceux qui soutiennent la chaîne financièrement via les coordonnées épinglées. À bientôt.